vous dire que ceux qui sont en possession de celui-là sont fiers et qu'ils ne l'échangeraient aujourd'hui pour rien au monde parce que c'est la preuve qu'ils ont participé à une aventure qui a commencé et qui nous amène jusqu'à ici aujourd'hui. Alors je vous demande de les applaudir parce que vraiment, ils ont certains sont ici parmi nous et donc ils ont vraiment fait très fort. Les livres que je vous recommande. Et j'envoie mon livre à Armand Nicolas. Pourquoi? Parce que Armand Nicolas, j'ai 20 ans, je passe un jour devant une table et je vois un livre. C'est écrit 22 mai 1848, la révolution anti-esclavagiste en Martinique. Des révolutions anti-esclavagistes en Martinique. Comment? Il y avait des esclaves en Martinique. Pour moi, c'était les États-Unis. Pour moi, c'était l'Amérique. C'était les champs de coton, le blues, tout ça. Mais attends, en Martinique. Donc, je prends ce petit livret et je le lis. Et je découvre qu'il y a eu, pendant 300 ans, un esclavage sauvage qui s'est déroulé en Martinique, là, dans le pays, là, dans ces communes, sur ces plages, dans ces mornes. Voilà, qu'il y avait des esclaves. Comment se fait-il que nous soyons porteurs d'une telle histoire et qu'on ne la connaisse pas? Je trouve ça illogique. Je trouve ça anormal. Et là, ça me surprend parce que on m'aurait appris cette histoire comme on apprend l'histoire à tous les enfants dans tous les pays. J'aurais été habituée à l'idée que ça... Mais le fait qu'on ne me l'ait pas apprise, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache quelque chose. Si on ne m'apprend pas cette histoire, c'est qu'il y a une raison. Et donc, à partir de ce moment-là, je m'ouvre à une autre forme de connaissance sur la Martinique, sur le pays et sur les gens. Et à Armand Nicolas, je lui dois cette découverte. Je lui dois ce miracle. Et donc, en reconnaissance, en signe de reconnaissance, je lui envoie mon livre que je prétends pompeusement être un roman historique, parce que j'ai travaillé sur l'époque. Et il reçoit son 751, il l'ouvre, et de manière tout à fait extraordinaire, toutes les pages tombent et se répandent autour de lui. Toutes les pages, c'est-à-dire qu'il y a des livres, par exemple, ça c'est le livre de ma petite sœur, il a encore un petit peu de gueule. Voilà, donc il a encore un peu de tenue. Mais le sien, il l'a ouvert et les pages sont tombées. Il n'était vraiment pas collé. Donc ce vieil homme qui a 94 ans s'est baissé, a rassemblé toutes les pages, les a reclassées dans l'ordre et il a passé la nuit. Il a lu le livre en une nuit. Et le lendemain, il a demandé à me rencontrer. Donc je suis allée très émue le voir, me dire... Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il a aimé? Est-ce qu'il a... Bon, et finalement, ça c'est la première fois que je l'ai rencontré. Donc à gauche, la photo de gauche, je m'étais mise sur mon 31, vous pensez bien, pour rencontrer mon maître. Et voilà. Et donc, quand on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais lâché. Pourquoi? Parce que Armand Nicolas dit que ce livre, en fait, lui a appris des choses. Alors je suis surprise. Il me dit oui. Parce que pour moi, jusqu'à présent, l'histoire, c'était des dates et des événements. Et voilà tout à coup un livre où je voyais mon travail, mais à travers la vie des gens. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est comme ça qu'ils devaient vivre, nos ancêtres. Et en fait, me dit-il, ton livre m'a appris l'histoire humaine, ce qui est terriblement émouvant. Et il me dit, écoute, ce livre est tellement important qu'à partir de maintenant, où que tu ailles, je viens avec toi pour en parler. Parce qu'il faut que tous les Martiniquais lisent ce livre pour comprendre dans quoi on est tombé. Et depuis, Armand Nicolas est devenu le doyen de notre club à 94 ans. Et il est, comme c'était tellement fort, les souscripteurs n'ont pas voulu casser le club après la sortie. A priori, le club n'avait plus de raison d'être. Mais malgré ça, ils ont voulu continuer à rester dans ce club qui s'est agrandi aux nouveaux lecteurs. Et tous les 2 mois, nous faisons une rencontre
du club, Zahir et Théophile, autour d'Armand Nicolas. On s'assoit autour de lui et il nous parle d'un sujet d'histoire. Parce que c'est un puits de science, ce monsieur. C'est une bibliothèque à lui tout seul. Et donc, il vient avec nous partout. Toutes les photos que vous voyez, ce sont des manifestations que nous avons faites avec lui. Et c'est mon fan numéro 1. Et même, je peux même vous dire que c'est mon amoureux. Et alors, voilà donc un livre qui s'appelle Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Parce que lorsque je décide d'écrire ce livre, je pars pour raconter une histoire d'amour. Zahir, son acte de décès me dit qu'elle a 37 ans. Théophile, dont l'acte de décès m'apprend qu'il a 30 ans. Shelcher me dit que ce sont deux Africains, tous deux de la même tribu, mais il ne dit pas laquelle. C'est tout ce que j'ai comme information. Et donc, la question, c'est comment était la Martinique en 1838 lorsque cette histoire se déroule. Donc, je plonge dans notre histoire. Je passe 4 mois aux archives départementales. Je plonge dans les archives coloniales. Et je ressors de là avec une déprime et un nouveau titre. Une déprime, parce que ce que je découvre et dont je vais vous donner un aperçu qui ne dévoile rien au contenu du livre est monstrueux. Et un nouveau titre, parce que ça ne pouvait plus être les amants de la rivière Salée. C'est devenu pas de pitié pour les nègres. Car je découvre déjà le contexte, l'époque. En Martinique, en 1838, il y a à peu près 25 000 habitants. Il y a 5 000 personnes libres qui vivent librement, dont des blancs et des mulattes qui viennent d'acquérir des droits civiques. Ils se sont battus pour avoir les mêmes droits que les blancs. On se croirait vraiment, il n'y a pas si longtemps aux États-Unis, mais bon, voilà, les mecs, ils se sont battus pour avoir des droits de commercer, de fonctionner, etc. Et puis, il y a 20 000 esclaves, 21 000 esclaves noirs, africains, déportés ou nés en déportation. À ce moment-là, la traite négrière, la traite même est déjà abolie par les Anglais, mais elle continue de manière clandestine jusque dans les années 1860 à peu près, où ce fameux bateau qui doit être l'un des derniers du diamant qui a donné lieu à ce lieu de mémoire réalisé par Laurent Valère, ce bateau qui fait naufrage avec tous ces gens, ces pauvres gens qui meurent. Donc, ça continue pendant encore très longtemps, mais voilà la situation de la Martinique. Et quelles sont les forces qui sont en présence à ce moment-là? Il y a 3 forces principales en présence et les 3 forces se liguent contre cette communauté d'Africains qu'ils martyrisent. Donc, ils partent en délégation, ils vont en pirogue, ils font le tour de l'île, ils arrivent à Saint-Pierre. Et là, ils vont au conseil colonial voir les colons. Ils font une réunion avec les colons. Ils disent aux colons, écoutez, nous avons entendu parler de votre affaire de meurtre, là, mais on n'a rien à voir avec cette histoire. Hein. Nous, c'est pas nous. On est venu vous dire que ce n'est pas nous. Donc, c'est pour que nous ne soyons pas menacés par vous. Donc, les colons disent, OK, bon, mais puisque vous êtes venus nous le dire, on vous croit, il n'y a pas de problème. Et la délégation s'en va. Il y a parmi les colons un dénommé Beau Soleil. Il est là, il regarde les Caraïbes, cette troupe de Caraïbes. Et il dit aux autres, mais tous les hommes sont là. Et si on en finissait avec une fois pour toutes, on pourrait avoir toute l'île. Il monte une milice à cheval et il massacre les hommes Caraïbes. Tous. Et les témoins racontent la lutte de capitaine Nicolas, dont on dit, et c'est Armand Nicolas aussi le raconte dans son livre, dont on dit, les témoignages racontent comment Nicolas s'est défendu comme un lion. Il a plongé dans la mer au large de Saint-Pierre et le pauvre, il allait au fond chercher des pierres qu'il lançait comme ça sur le rivage, alors qu'en face, il avait des gens qui avaient des fusils et qui l'ont tué d'une balle dans l'œil. Bonjour et bienvenue. Il y a encore une place, tu peux t'asseoir là. Et donc, Nicolas prend une balle dans l'œil et quand il voit flotter le cadavre du chef ayant éliminé tous les autres hommes, il disait, on n'a qu'à aller dans le village et puis on finit avec ça. Donc, ils montent sur leur bateau, ils contournent l'île, ils descendent sur cette côte Caraïbe, dans le village des Caraïbes, et ils assassinent tout le monde. Les femmes,
les enfants, les vieux, ceux qui étaient partis au champ et qui n'étaient pas allés en délégation. Bref, ils commettent ce génocide. Là, ils assassinent tout le monde. Et sur les lieux du génocide, ils font une messe de Te Deum. Et pour les récompenser d'avoir enfin si vaillamment débarrassé l'île de ces gens qui empêchaient la colonisation totale, Madame Marie du Parquet va leur offrir la terre sur laquelle ils ont perpétré ce génocide. Et sur les lieux, les jésuites à qui elle va offrir cette terre, ceux-là même qui ont célébré cette messe de Te Deum, vont bâtir cette église qu'ils vont appeler Saint-Jacques, du nom de Jacques du Parquet. Et la ville qui va, parce qu'au départ, il y a toujours les religieux qui s'installent et la ville se développe autour, la ville qui va se développer autour va prendre le nom de Sainte-Marie en hommage à Marie du Parquet. Voilà donc l'origine du Fond Saint-Jacques, qui après a été la propriété du père là-bas, qui était une esclaverie. Ce prêtre dont vous découvrirez les atrocités qu'il a commises sur cette habitation notamment. Et voilà, c'est pour ça que on nous invite avec ma sœur parfois à venir faire des spectacles, à venir chanter ou des présentations de costumes, des choses comme ça. Nous n'allons pas dans ce lieu-là faire la bébelle. Non, on ne va pas. On refuse. Et d'ailleurs, on nous propose actuellement ce lieu pour faire le musée du costume et nous refusons parce que ce lieu est un mausolée, c'est un lieu de recueillement, c'est le lieu sur lequel a eu lieu le génocide des derniers Amérindiens de la Martinique. Et pour nous, il est inconcevable que l'on banalise ce lieu et qu'on en fasse un lieu, un site touristique qu'on visite, comme on fait maintenant avec les habitations, où nulle part il n'est écrit que sur ces habitations, l'esclavage a eu lieu. Donc, l'Église a joué un rôle déterminant dans l'esclavage. Et quand l'évêque actuel de la Martinique, à l'occasion du 22 mai, fait une conférence pour dire oui, mais finalement l'Église, elle a fait de son mieux, elle n'a pas été si esclavagiste que ça. Il a eu de la chance que je ne sois pas dans la salle ce jour-là, parce que je crois que je l'aurais envoyé apprendre son histoire, l'histoire de l'Église en Martinique, parce que, comme vous allez le découvrir dans le livre, ou comme ceux qui ont lu le livre l'ont découvert, elle a été vraiment l'élément déterminant qui a permis d'asservir définitivement et jusqu'à aujourd'hui, je dirais, l'esprit des nègres et de leurs descendants. Donc voilà les forces en présence. Et c'est dans ce milieu-là que Zahir et Théophile vivent et évoluent. Et j'ai publié également dans le club, et je le republierai, cette description que Shelcher fait de la vente d'une esclave à laquelle il assiste entre un pot de chambre et un balai, où après avoir vendu le pot de chambre, enfin, ou la chose là, on vend une autre chose qui est une jeune femme qui est là, et on la met à prix 100 francs, et elle est adjugée, et son maître vient, regarde ses dents, comment elle se comporte et tout, et puis finalement elle le suit parce qu'elle vient d'être vendue comme un matelas, comme un pot, comme une chose, quoi, puisque nous étions considérés, nos ancêtres étaient considérés moins que des choses et coûtaient quand même moins cher qu'un cheval à l'époque. Hein. Donc voilà, voilà le milieu dans lequel Zahir et Théophile ont connu. Et à l'époque, en 1838, la valeur d'un esclave est de 1200 francs or de l'époque. C'est ce qui est dit dans cet extrait d'un ouvrage d'époque que j'ai retrouvé sur Internet. Et je voudrais aussi vous informer, parce que on croit tout savoir. Est-ce que vous saviez quelle était la ration d'un esclave depuis le Code noir de Colbert? Qu'est-ce que nos ancêtres avaient à manger? Eh bien, on leur donnait 2 pots par semaine, 2 pots et demi de farine de manioc, donc à peu près 1 kilo de farine, 1 kilo 250 grammes de farine, et 1 kilo de bœuf ou 1 kilo et demi de poisson, qui était souvent du poisson séché, donc de la morue. Et les enfants de moins de 10 ans avaient droit à la moitié de cette ration. Donc voilà ce que avaient pour manger chaque semaine des gens
qui devaient travailler 10 heures par jour dans des champs de canne, dans la chaleur, à travailler sans relâche. Voilà ce qu'ils avaient pour se nourrir. Et les maîtres, pour éviter de leur donner cette ration, leur donnaient un petit lopin de terre à côté de leur case dans laquelle ils pouvaient planter leur nourriture, ce qui lui évitait de leur donner justement cette petite ration. Voilà. Et donc, ça, c'est un document que j'ai retrouvé également qui donne la valeur d'un esclave à l'époque par rapport à un hectare de terre en Martinique et en Guadeloupe. Alors, on s'arrête à 1847. En 1847, un hectare de terre vaut 2200 francs or et un esclave 1213 francs or. Voilà. Donc, l'esclave valait encore moins que la terre, moins que tout, quoi. Et pour 1213 francs de l'époque, on pouvait faire quelqu'un travailler toute sa vie pour rien. Donc, il était très vite rentabilisé. Alors, pas de pitié pour les nègres, parce que je découvre que, en cherchant, que 10 ans avant l'abolition, en 1838, il y avait des réunions au Conseil colonial pour savoir qu'est-ce que nous allons faire d'eux, parce que l'Angleterre veut qu'on abolisse. L'Angleterre veut la ruine de la France. Ils nous ont déjà fait abolir la traite. Bon, donc ils vont nous faire abolir l'esclavage. Ils l'ont déjà aboli. Ils veulent qu'on abolisse. Donc, comment on va faire? Parce que les champs de canne sont toujours là. Il y a 500 usines à faire tourner. Nous, on n'a pas les moyens de payer ces gens-là. Comment on va faire? Et ils discutent ensemble et ils élaborent un plan. Ils élaborent un plan pour savoir comment, si un jour il y a une abolition, comment ils vont faire pour garder ces gens-là en esclavage quand même. Je vous laisse découvrir la suite dans le livre. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que lorsqu'en 1848, il y a la fameuse abolition, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a libération. Les esclaves n'ont jamais été libérés, car revenons en 1848, le 23 mai 1848, ça mériterait un roman, ça. 23 mai. Non, sérieux. Le 23 mai 1848, l'esclave enfin libéré se lève. Il se réveille, il se dit, messieurs, m'en libre. Enfin, je suis à moi, je m'appartiens. Je m'appartiens, je pars, je quitte cette prison, ce lieu, cet enfer. Il prend son baluchon, il ramasse les 2-3 hardes qu'il a, il met ça dans un bout de toile, il met ça au bout de son bâton, et puis en route pour une nouvelle vie. Quand il arrive devant l'entrée de l'habitation, il trouve 2 gendarmes à cheval qui lui disent « Mais monsieur, où est-ce que vous allez ?»« Ah ben, je ne sais pas moi. » Ils disent « Ah, vous ne savez pas. Et vous allez manger quoi ?» Il dit « Ben, je ne sais pas, je vais trouver des fruits. Ah, donc vous allez voler alors. Parce que les fruits ou les légumes, ils appartiennent à quelqu'un. D'accord. Et vous allez dormir où? Ah ben vous ne savez pas où vous allez dormir non plus. Vous n'avez nulle part pour aller, vous ne savez pas ce que vous allez manger, monsieur, vous êtes en situation de vagabondage. Et c'est une situation qui est punie par la loi. Vous avez 2 possibilités. Ou je vous emmène au tribunal, vous serez jugé et condamné à de la prison ferme pour vagabondage. J'ai retrouvé des jugements dans les archives condamnant des gens pour vagabondage à la prison ferme. Ou bien vous retournez chez votre maître, votre ancien maître, et puis vous dealez avec lui parce que vous ne pouvez pas vous retrouver. On ne peut décemment pas accepter de voir des hordes de nègres comme ça sur les bords des routes. Ça, c'est pas possible. Alors, retournez voir votre maître et dealez avec lui. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Quitter une prison pour aller en prison, je ne sais pas. Moi, je serais retourné là, dans la prison que je connais le mieux. Donc, il arrive. Le maître lui dit, mais comment? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es libre comment? Il dit, oui, mais je n'ai nulle part où aller. Il dit, ah, tu n'as nulle part où... Que c'est embêtant. Bon, eh bien, ta case, elle est toujours là. Elle est vide. Tu peux la récupérer. Mais je ne suis plus obligé de te loger. Alors tu vas me payer un loyer. Et puis le petit bout de terre que je t'avais donné pour planter là, je ne suis plus obligé de te nourrir. Alors tu vas aussi me payer un loyer. Et puis, j'ai mis une petite boutique pour toi dans le coin. Tu pourras t'acheter ta morue parce que je ne suis plus obligé de te la donner.
ton tafia, ton huile, tu pourras t'acheter ça là. Et puis comme ta place est libérée dans le champ, eh bien reprends-la. Mais comme tu n'es plus mon esclave, je serai obligé de te payer. Mais avant de te payer, je vais me payer ce que tu me dois et je vais te donner le reste. Je vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu à un homme et une femme pour décider de se mettre ensemble, de faire un enfant et de l'envoyer à l'école pendant des années pour qu'il devienne au mieux un maître d'école. Parce que là encore, à l'époque, les métiers étaient cloisonnés. Le grand commerce était réservé aux créoles, les professions libérales aux mulâtres et les petits métiers aux noirs. C'est toujours le cas. Mais en tout cas, là, à l'époque, c'était encore plus flagrant. Oui. Les créoles, c'est comme ça qu'on appelait les békés avant. Ils avaient deux noms. On ne les appelait pas encore békés. On les appelait les créoles ou les habitants. Voilà comment on appelait les personnes blanches qui naissaient dans les colonies, vivaient dans les colonies, s'implantaient et se développaient dans les colonies. On les appelait les créoles. Dans toute la littérature, dans tous les documents, dans tous les actes de jugement, dans tous les livres, dès qu'il était question de déterminer cette communauté de 5000 personnes, on disait les créoles. C'est eux les créoles. Non seulement ce sont les véritables habitants de la Martinique aussi, mais ce sont les créateurs de la Martinique qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont fait venir des chiens, ils les ont appelés des chiens créoles. Ils ont instauré une manière de vivre qu'ils ont appelé l'art de vivre créole. Ils ont importé des meubles ou se sont fait faire des meubles qu'ils ont appelés des meubles créoles. Ils ont construit des maisons qui sont des maisons créoles. Ce n'est pas dans ces maisons-là que nos ancêtres habitaient. Et puis ils ont importé un nègre qu'ils ont appelé un nègre créole. Et aujourd'hui, les Antillais se disent créoles sans se rendre compte que créole pour eux est équivalent à métis, qu'ils se sont tous métissés sauf les créoles, qui jusqu'à maintenant ne se sont pas métissés. Donc il y a une espèce de folie, c'est de la folie, qu'aujourd'hui, les Antillais, comment ? Les Antillais se disent créoles, parce que pour eux, on a mis dans leur tête que créole, ça voulait dire métis. Et les vrais créoles qui savent qu'ils sont les vrais créoles, je ne sais pas, moi, à leur place, je rigolerais. Hein? Hein? Moi, je rigolerais. Mais ils doivent rigoler, bien sûr qu'ils rigolent. Bien... Mais ils n'ont jamais renié leur identité. Ils n'ont jamais dit « on n'est pas les créoles ». Donc, ben, on dit béké. Quoi? Quel il est là, non? Ah, pardon. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais, est-ce que les blancs békés d'aujourd'hui s'appellent toujours créoles et revendiquent d'être les créoles? Parce que comme ça a été un peu changé et plutôt donné aux Noirs, récupéré aux Noirs, est-ce que eux s'appellent toujours comme ça? Ben, est-ce qu'on dit qu'ils ne s'appelaient plus comme ça? Ils n'ont jamais dit on n'est pas des créoles. Pas du tout. Donc eux, ils savent très bien qui ils sont. Puisqu'ils nous montrent, ils nous exhibent dans les émissions de télévision des arbres généalogiques qui remontent au Moyen-Âge. Ils savent très bien qui ils sont. Et ce n'est pas à nous de prouver qu'ils sont toujours des créoles. Mais c'est à nous de prouver que nous ne sommes pas des créoles. Nous sommes des Antillais, d'origine africaine, d'origine indienne, d'origine chinoise, d'origine de toutes sortes d'origines, et même d'origine européenne, parce qu'il y a des Martiniquais d'origine européenne qui ne sont pas des békés, qui ne sont pas de descendants justement des créoles, qui sont installés en Martinique suffisamment longtemps pour se dire martiniquais. J'en connais plein, des blancs martiniquais.
qui ne sont pas des créoles et qui ne peuvent pas se prétendre créoles parce qu'ils n'ont pas les prérogatives du créole. Et ce qu'il y a de fou, enfin que je trouve personnellement complètement fou, c'est de voir que nous revendiquons une identité. C'est comme si on prenait, je l'ai déjà dit mais je le répète, l'identité du bourreau de nos ancêtres et qu'on se dit, le créole c'est moi je suis créole. Moi je trouve ça fou. Les gens ne savent pas parce qu'ils sont embarqués et attention, ils vont vous combattre quand vous allez leur dire vous n'êtes pas créole. Et en même temps, moi, vous savez, je suis rentrée aux archives avec un énorme agacement contre les Martiniquais parce que je trouvais qu'ils étaient passifs, dociles, un peu lâches. Vous savez, on est individualiste, on est solidaire qu'en cas de catastrophe naturelle. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille en nous et qui fait qu'on a envie de savoir, comme actuellement, la mobilisation pour la Dominique ou pour Saint-Martin. Quand il y a un truc qui se passe, on a envie d'aider notre prochain, notre voisin. On est ensemble. On est ensemble. On l'a vu en février 2009, quand les gens venaient et déposaient des régimes de bananes comme ça dans les étals des marchés gratuitement pour donner de la nourriture aux gens qui étaient en grève. On l'a vu pendant ces moments-là. Donc, je suis rentrée là avec beaucoup d'agacement. Et quand je suis ressortie, c'était avec une déprime terrible. Parce que je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait là? Mais ils nous ont privés de toute possibilité de nous épanouir, exactement comme ils ont fait pour Haïti. Ils ont enlevé à Haïti, par la dette qu'ils ont imposée pour leur donner une liberté qui n'était que légitime, toute possibilité de s'épanouir en tant que pays indépendant. Voilà. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation où aujourd'hui, on se dit créole, parce que pour nous, créole égale métis. Parce que ces 5000 blancs auraient trouvé le moyen d'engrosser ces 20 000 nègres et de faire qu'il n'y ait plus de noirs en Martinique, d'ailleurs. Je vais vous montrer un autre document. Ceci, c'était juste une parenthèse pour vous dire que c'est dans cette inhumanité la plus totale que, nonobstant toutes les difficultés, les Africains qui ont traversé et qu'on a mis nus, parce que la nudité est quand même le premier moyen d'asservir un homme, eh bien, ils ont traversé nus dans les cales des bateaux, ils ont été vendus nus des fois à la descente même du bateau. Ils ont été maintenus nus parce que le code noir ne leur donnait que 4 mètres de grosse toile par an, sans savoir, et le maître ne se souciait pas de savoir où ils allaient trouver les aiguilles et le fil pour pouvoir coudre les vêtements. Eh bien, ceux-là même ont créé, ils sont arrivés avec les pratiques culturelles et artistiques de leur région, de leur pays, et ils ont survécu grâce à ce que Aimé Césaire a appelé les armes miraculeuses de la créativité. J'espère que très bientôt, on aura la possibilité d'en parler sur le continent. Ça sera un honneur. Et tu as déjà eu des retours de la diaspora africaine, de la communauté africaine même, par rapport à cet ouvrage? Oui, beaucoup. Il y en avait beaucoup ici aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'Africains originaires du continent qui se sont sentis très concernés. Hier, j'ai eu une rencontre avec une assemblée où il y avait également beaucoup d'Africains qui nous disent « Mais vous voyez, on ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. On vous voit, pour nous, vous êtes des Blancs. » Et quand on lit cette histoire, on comprend tout à coup le lien qu'il y a entre l'Afrique et vous. Et ça nous donne envie d'en savoir plus. Donc je pense qu'effectivement, il est temps de jeter un pont. Il est temps que ce pont se consolide entre l'Afrique et sa diaspora. C'est le devoir de l'Afrique de récupérer ses enfants. Et c'est le devoir des enfants aussi de revenir vers l'Afrique en lui apportant tout ce qu'ils ont acquis et accumulé en diaspora. Il faut rétablir ce pont. Il faut qu'on trouve des moyens, des situations, des moments, des circonstances, des événements, des structures pour pouvoir rétablir cette connexion qui n'a été que trop longtemps interrompue. En tout cas, je tenais à te féliciter pour cet ouvrage, pour ton implication, pour ta générosité aussi. C'est ce que j'ai ressenti du début jusqu'à la fin de cette conférence, de cette présentation. C'était vraiment très très intéressant. Donc je vous incite tous à vous rapprocher de la page Facebook de Imanié Dalila Daniel.
Voilà. Pour découvrir ou redécouvrir, analyser et connaître, comprendre notre histoire, notre culture.